Bon, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire hebdomadaire revue technique des marchés avec BNP Paribas. Non, je devrais dire l'autrement, l'inverse, tout ça, avec Laurent Albi, le président de l'Association française d'analyse technique et BNP Paribas. On est très heureux d'être ce soir avec vous et on est très curieux de ce que Laurent va nous raconter et expliquer aujourd'hui. Bah, pour faire tout ça, je vais commencer tout de suite et donner l'écran à Laurent. Donc, bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran avec vous dans une seconde. Voilà, vous devriez avoir à l'écran donc le sommaire de ce nouveau webinaire mené conjointement, comme Falco l'a rappelé, par BNP Paribas et la FAT. Beaucoup d'emails hein, cette semaine, Falco. Ça fait toujours plaisir, de plus en plus d'emails d'ailleurs. Et je tiens à m'excuser par avance envers tous ceux dont nous ne pourrons traiter les questions. On essaye malgré tout de faire rentrer le maximum de valeur dans l'heure qui nous est impartie, mais je ne veux pas non plus mettre trop de valeur parce que sinon on irait trop vite et toute la démarche pédagogique qu'on essaye de mener serait altérée. Donc pour tous ceux dont les sous-jacents ne seront pas décrits, analysés cette semaine, ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble la semaine prochaine, je ne vous oublie pas, je note tout, donc pas d'inquiétude. Voilà, alors, cette semaine, on va passer en revue deux indices, le CAC 40 et le Nikkei. C'est Alain qui nous demande notre vision de l'indice phare japonais après le beau breakout qui a eu lieu il y a plusieurs jours. Donc on va regarder ça ensemble. Et puis sinon, beaucoup de valeurs françaises, alors différents secteurs. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le secteur de la consommation parce qu'on a des questions qui concernent L'Oréal, LVMH, Technicolor et Sodexo. Le secteur automobile avec Valeo. On va regarder également le secteur immobilier avec Unibail-Rodamco, le secteur industriel toujours très fort avec le groupe Eurotunnel, et puis une petite incursion dans le secteur de la santé avec Essilor. Voilà donc le programme de cette semaine, Falco et chers auditeurs. Donc je pense qu'on peut y aller, on peut commencer et on va regarder ensemble donc le CAC 40. Comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas de le nous poser et je vais tout de suite interrompre Laurent dans ses explications et vous lui faire part de cette question. Alors, le CAC 40, donc ça fait maintenant presque 3 semaines hein, qu'il n'y a quasiment aucun mouvement sur l'indice parisien. On est toujours dans une phase de consolidation latérale, bornée à la baisse avec un support à 5343 points et une résistance à 5383 points. Cette petite consolidation de très court terme s'inscrit dans un mouvement haussier de court terme, débuté au début du mois, qui lui-même s'insère dans un contexte de consolidation latérale plus large, démarré en mai, puisque vous le voyez, nous sommes toujours sous les sommets qui ont été inscrits donc à la fin, au début du mois de mai. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, qu'est-ce qui change depuis la semaine dernière? Évidemment, puisqu'on consolide latéralement, on a des prix qui sont maintenant, qui cassent depuis plusieurs jours régulièrement cette moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Je vous rappelais que cette moyenne mobile est intéressante juste parce qu'elle permet de définir quand un marché est en impulsion haussière ou baissière, et quand vous voyez que les prix continuent de clôturer largement au-dessus, il n'y a aucune question à se poser, on est dans un mouvement haussier extrêmement puissant. Alors c'est vrai que regardez ici, je vais zoomer un petit peu, on a fait des mèches qui ont régulièrement cassé cette moyenne mobile. Cela dit, quand on se met en ligne de clôture, on voit que nous sommes toujours au-dessus de cette moyenne mobile. Alors on voit que potentiellement, alors c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse
Le CAC est peut-être en train de commencer à former un double top. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, puisque en fait, la validation d'un double top viendrait sur la cassure de la ligne de coût à 5350 points. Vous voyez qu'on en est très très loin. Donc, c'est juste une hypothèse de travail que je vous soumets pour que vous l'ayez quelque part à l'esprit, mais pour le moment, il n'y a rien de tout ça qui est encore validé par le marché. Ce qu'on peut dire également, c'est que hier, on a fait une tentative de sortie haussière avec une clôture qui a été à quelques points près ou à quelques dixièmes de points près au-dessus de 5383. Le marché n'a pas réussi à s'extraire et à franchir cette résistance. Aujourd'hui, on est parti significativement à la baisse. On s'est arrêté pile poil à 5343 points et on a rebondi. Autrement dit, le contexte de consolidation reste de mise et en attendant d'avoir une sortie haussière ou baissière, eh ben, on est forcément dans l'attente de voir effectivement ce que les opérateurs choisiront de faire. Je souligne aujourd'hui qu'on a un RSI qui est toujours fort, qui est toujours haussier. Cela dit, on avait un niveau de support à 80, non, excusez-moi, à 68 points pour simplifier, qui avait été support une première fois, support une deuxième fois, et qui a été enfoncé aujourd'hui. Alors, c'est pas le RSI qui va... l'importance que je donne au RSI dans ce contexte n'est pas particulière, mais enfin, c'est quand même la première fois que ça arrive depuis que le RSI est au-dessus de ce niveau. Donc voilà, c'est peut-être un pré-signal de quelque chose qui signalerait donc une petite correction sur le CAC. Voilà, on ne peut pas tellement dire davantage sur le CAC aujourd'hui. Les niveaux à regarder qui sont importants, c'est l'invalidation de très court terme. Elle est donc à 5343 points. Attendez, ce que je vais faire, je vais baisser ça. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Donc, l'invalidation de la tendance haussière avec la rupture du support de la consolidation actuelle, c'est sous 5343 points. La confirmation de la tendance haussière démarrée début septembre, c'est au-dessus de 5383 points. Et puis à long terme, il va falloir dépasser les sommets du début mai à 5442 points pour avoir une confirmation de la tendance haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC pour le moment. Donc on a un marché qui est en équilibre et qui attend, et donc par conséquent on va attendre avec lui. Le Nikkei maintenant, alors il a une dynamique un petit peu différente. Parce que vous le voyez, lui, il continue de monter. Alors, avant de regarder le Nikkei à court terme, je vais vous montrer sur une échéance, sur un horizon de temps plutôt beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Je vais vous montrer 30 ans. Voilà, 30 ans en hebdomadaire pour vous montrer que on a dépassé ce niveau de résistance sur le Nikkei à 20 876 points et que a priori on se dirige maintenant vers un niveau de résistance qui date de juin 1996 et qui est à 22 568 points. Lorsque cette résistance sera atteinte, le niveau suivant à moyen terme, c'est le retour sur ce sommet intermédiaire, c'est-à-dire qui s'inscrivait dans une tendance baissière en 1991 et qui est situé à 25 100 points. Donc vous le voyez, en fait, le Nikkei, il est dans un grand plat latéral depuis maintenant une quinzaine d'années. Dans ce grand plat latéral, on est depuis 2012 à l'intérieur d'un mouvement haussier qui vient d'être confirmé avec le dépassement de la résistance. Voilà, donc ça c'est la perspective à moyen terme sur le Nikkei avec les niveaux à surveiller à la hausse. Si on se remet maintenant sur un horizon de temps plus rapproché, plus court, ce qu'on peut dire c'est que depuis le point bas du 8 septembre, le Nikkei a progressé peu ou prou de 11% en quasi ligne droite. Il y avait juste cette petite consolidation ici qui date du 21 septembre, oui, où en fait l'indice a consolidé pendant une semaine et demie avant de repartir à la hausse et puis donc le franchissement de cette résistance à 20 920. Donc
Du point de vue de l'analyse, eh ben, c'est une tendance haussière de court terme qui est donc à l'œuvre, qui s'inscrit, comme on l'a vu il y a quelques instants, dans une tendance haussière de plus long terme avec le dépassement de ce niveau important à 20 920 points. Cela dit, du point de vue des opérations potentielles d'intervention sur ce marché, c'est-à-dire du point de vue du trading, on est beaucoup trop loin des stops pour pouvoir faire, en tout cas à mes yeux, quoi que ce soit. On a un marché qui est donc très au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, donc on voit bien que on est à très court terme un petit peu suracheté. On voit l'écart entre la 40 et la 10 qui ne cesse de se creuser, autrement dit sur le Nikkei, avoir une petite correction qui se mettrait en place n'est pas du tout une hypothèse farfelue, et ça serait peut-être d'ailleurs une occasion de repasser acheteur pour ceux qui sont intéressés par ce marché, avec une zone d'achat qui se situe entre 20 700 points et 20 900 points, le stop, c'est-à-dire le niveau qui invalide à court terme cette tendance. Eh bien, vous le voyez, c'est en fonction, alors ça peut être 20 221 points sous le petit doji ou sur la borne haute du gap haussier à 20 117 points. Donc, on est plutôt sur une zone, la zone d'invalidation de la tendance haussière à court terme sur le Nikkei, c'est entre 20 200 et 20 120. Voilà ce qu'on peut dire sur le Nikkei, c'est haussier. On voit que les 3 dernières bougies sont des doji, autrement dit on a un marché qui continue de progresser parce que attention, hein, même si on a des doji, si on se met en ligne de clôture, on voit bien qu'on continue de faire des nouveaux sommets. Mais on voit bien également que les bougies sont des doji, autrement dit des cours de clôture identiques à ceux d'ouverture. C'est un marché qui peine à avancer, et quand un marché est comme ça en progression, mais avec des bougies qui nous montrent qu'il y a peu de momentum, eh bien, il ne faut pas exclure donc l'hypothèse d'une consolidation, ce que je fais avec les zones de repli que je vous ai indiquées. Voilà Falco. Donc ça, c'était les questions sur les indices posées par Alain. S'il n'y a pas de questions, on peut directement Non, passer aux actions. super, super. Voilà. Alors, on va regarder dans un premier temps Essilor. Alors, on va regarder d'abord, parce que vous l'avez compris, c'est notre habitude, chaque fois que nous examinons ensemble un sous-jacent, nous commençons par regarder l'horizon de temps plus large, c'est-à-dire soit de l'hebdomadaire, soit du mensuel. Alors là, on va se mettre pour le coup en hebdomadaire et on va se mettre sur 5 ans parce que ça nous donne finalement un assez bon aperçu de ce qui se passe sur ce marché depuis 3 ans. Et vous le voyez, on est sur Essilor dans un marché qui évolue de manière latérale. Alors c'est sûr que les swings sont extrêmement importants puisque effectivement c'est du moyen long terme, donc entre la zone de résistance et la zone de support il y a un bon 25%, donc c'est très important, mais on voit bien que depuis cette période, c'est-à-dire depuis un petit peu plus de 2 ans et demi, Essilor ne progresse plus. Autrement dit, pour tous les investisseurs de long terme qui sont rentrés après 2015, eh bien, on est en plus, vous le voyez, plutôt vers le bas du trading range. Donc, on doit avoir pas mal d'opérateurs qui sont rentrés à l'intérieur donc de cette tendance plate, qui ne doivent pas faire beaucoup de profit, voire qui perdent un petit peu d'argent. Donc ça, c'est l'horizon moyen-long terme sur Essilor. À court terme, qu'est-ce qui se passe? On est dans une tendance baissière. Vous le voyez maintenant facilement. Vous êtes capable de reconnaître des tendances haussières et baissières en fonction de la séquence de creux et de sommets qui s'enchaînent. En l'occurrence là, on a des sommets et des creux qui sont descendants. C'est donc la définition d'une tendance baissière sur Essilor avec un nouveau creux qui vient d'être inscrit. Alors le titre fait partie du secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui est plutôt faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que par rapport au reste du marché, en l'occurrence quand on fait un ratio avec le Stoxx 600 qui représente les 600 plus grosses capitalisations européennes enfin zone euro et hors zone euro, en incluant donc la Suisse et le Royaume-Uni, eh bien on est sur un secteur qui sous-performe, autrement dit, prix en tant que tel, c'est pas très intéressant
de chercher des positions longues sur le secteur de la santé. Alors ce que je vous dis, c'est très générique parce qu'il y a peut-être dans ce secteur des titres qui affichent une très belle performance, mais dans son ensemble, on est sur un secteur qui est plutôt faible et Essilor, avec une performance depuis plusieurs années qui n'apporte rien aux investisseurs, s'inscrit dans ce secteur de la santé qui est faible. Alors à court terme, on voit des moyennes mobiles 10 et 40 qui sont toujours bien orientées à la baisse, elles n'ont pas croisé. Quand les moyennes mobiles se resserrent, cela indique une décélération de la tendance baissière, et quand au contraire elle s'écarte, cela signifie que le momentum de court terme est en train de reprendre de l'ampleur. Là, en l'occurrence, sur Essilor, on voit que la moyenne mobile à 10 périodes est toujours très baissière et qu'elle s'écarte de la moyenne mobile à 40 périodes. Autrement dit, on est sur un momentum baissier qui est donc puissant. Du point de vue de l'ADX, vous savez que j'aime bien cet indicateur. On n'a pas un ADX qui est très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mouvement directionnel n'est pas particulièrement exagéré. Cela dit, on a dépassé un niveau que je juge important à 21 et un ADX qui est en hausse, qui a dépassé 21 et un DI- qui est largement au-dessus du DI+, et qui a tendance lui aussi à s'écarter. Cela montre qu'on a pour le moment une pression vendeuse qui s'exerce sur le marché et que par conséquent, cela ne payera pas d'essayer d'être contrarien. Vous prenez trop de risques. Autrement dit, on n'a pas encore le signal ou le pré-signal que sous la tendance baissière, on a effectivement une pression acheteuse qui commence à s'exercer. Le fait que je vous dise cela, eh bien en fait, ça se retrouve sur le RSI avec, vous le voyez, aucune divergence baissière, un RSI qui est faible puisqu'il est allé taper des points bas à 32 points, autrement dit, un RSI de marché baissier. Donc sur Essilor, pour le moment, ça baisse, on n'a aucune raison de vouloir acheter ce titre. Le niveau de court terme qui invalide cette tendance baissière, je vous l'ai marqué ici, il est à 107, c'est-à-dire que tant qu'on reste sous ce sommet qui représente le dernier pic dans la tendance baissière, et bien tant qu'on reste dessous, on est toujours dans une tendance baissière. Il faudrait dépasser 107 € pour repasser neutre. Du point de vue de la tendance à moyen terme, c'est les 120 points, c'est-à-dire ici, pour faire simple. Je vais vous le mettre en gras. Voilà, tant qu'on est sous 120 points, à moyen terme, on est toujours dans un contexte de consolidation latérale. Alors, je vous remonte vite. Oui, j'arrive, Falco. Je vous montre vite Essilor à moyen terme. Pourquoi? Parce que vous voyez, les 120 points, ils sont ici. On est à l'intérieur de ce trading range, d'accord? Ça veut dire que si on veut effectivement avoir une reprise à long terme de la tendance haussière, il faut que le titre soit en mesure de faire des nouveaux sommets. Donc, tant qu'on est sous 120, 121, on est dans une phase de consolidation. Ce n'est qu'au-delà de ce niveau que la tendance haussière de moyen long terme serait à nouveau confirmée. Voilà Falco, je t'écoute. La question de Stéphane est quel est le support majeur? Merci. Alors, le support majeur sur Essilor, il est plutôt, comment dirais-je, il est plutôt représenté par une zone que par une ligne à proprement parler. Le fait de réfléchir en zone de support et de résistance, c'est un concept que nous avons évoqué ensemble la semaine dernière, et je vous invite à revoir le webinaire de la semaine dernière pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que souvent le marché va travailler une zone plutôt qu'un prix particulier de manière précise. Alors regardez ici, quand on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a un niveau de support potentiel à 98, voire on pourrait même le monter
un petit peu à 100 euros pour simplifier. Sauf que ce niveau de support à 100 euros, qui a été testé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il a été enfoncé et de manière assez significative. Et quand il a été enfoncé, on a fait une clôture à 94,38 et on a fait un point bas autour de 93. Okay, ça veut dire, je crois que c'est Stéphane Falco qui posait la question, ça veut dire qu'on a toute cette zone, ouais, Stéphane, qui peut potentiellement servir de support. Où est-ce que le marché va décider de repayer Essilor? Eh bien, c'est une question qui est extrêmement difficile et à laquelle on ne peut pas répondre a priori. On peut émettre des hypothèses, mais on ne peut pas y répondre de manière tranchée avant que ça se passe. Alors, pour le moment, on est obligé de suivre le marché à la baisse en sachant que les niveaux qui, pour le moment, montreraient que Essilor est en train de mettre en place un rebond technique, ça serait le déplacement, vous le voyez, de ce niveau à 107 euros. Et puis, plus bas, il va falloir attendre de voir comment les opérateurs vont se comporter, quelle va être la trajectoire du prix, et peut-être qu'on va avoir une consolidation avec une zone d'accumulation qui va se mettre en place entre 100 et 96 par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir après. On ne peut pas a priori savoir où est-ce que le marché va s'arrêter à partir de cette zone à 100 euros jusqu'à cette zone à 92 euros. Donc on est obligé d'attendre. Alors encore une fois, peut-être que finalement le point bas, ça y est, il a été inscrit. Peut-être que le comblement de ce gap baissier sera le premier signal qu'on a mis en place un point bas, mais en tout cas, il faudra dépasser 107 euros pour que effectivement on ait plus d'éléments qui nous montrent qu'il y a de la pression acheteuse. À la baisse, ça peut continuer de baisser, il va falloir attendre de voir où est-ce que le marché va s'arrêter. On peut faire, il y a plein de méthodes pour émettre des hypothèses et différents scénarios de halte de la baisse, mais le mieux, c'est de surveiller le titre et de voir quand est-ce que la pression acheteuse apparaît. Oui, Falco. Et ça continue avec les questions. Il y a Stéphane qui répond en fait à ce que tu viens d'expliquer. Donc j'ai identifié une ligne oblique en hebdo. Est-ce que c'est judicieux depuis 2009 en fait? Alors, j'imagine que notre interlocuteur, notre auditeur fait référence à cette oblique haussière qui est effectivement une zone de support potentiel à 100 euros. Alors, en ce qui me concerne, c'est une bonne remarque. Cette oblique haussière, elle est pertinente. Mais est-ce que c'est elle qui va déclencher des opérations d'achat? C'est difficile à affirmer. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'on peut monter notre ligne de support ici. Regardez, on peut éventuellement dire que quand on se met en bougie, on a une zone ici. On a une zone ici à 100. On a une deuxième fois un test autour de cette zone. Donc on revient sur cette zone. Donc on a à la fois un support horizontal et un support en oblique haussière. Donc oui, c'est pas du tout un scénario qu'il faut exclure, à surveiller, avec effectivement, puisque vous mettez en avant une lecture hebdomadaire, le rebond qui viendrait effectivement valider ce scénario de reprise technique sur Essilor ne sera donné que
un vendredi, hein, c'est très important. Là, je vais faire une toute petite digression basée sur mon expérience. Tant qu'une bougie n'est pas clôturée, le signal n'est pas donné. Autrement dit, on peut tout à fait avoir une magnifique bougie d'avalement haussier qui viendrait donc se former la semaine prochaine, par exemple mercredi, et puis 2 jours après vendredi, on aurait une immense mèche haute qui viendrait donc invalider une étoile du matin sur un double niveau de support. Donc attention, si vous analysez un marché avec des bougies en 60 minutes, attendez la clôture de l'heure. Si vous analysez vos marchés en bougies quotidiennes, attendez la clôture de 17h30 pour avoir votre signal. Et si vous analysez en hebdomadaire, attendez le vendredi soir pour avoir un signal valide. Donc là, en l'occurrence, on a potentiellement une zone intéressante à considérer, zone qui sera effectivement validée par un rebond tous les vendredis à partir de maintenant. Donc, affaire à suivre. Ok, très bien. Stéphane dit un grand merci. Il y a Jean-Paul et aussi Hervé qui posent deux questions assez différentes en fait. Donc, Jean-Paul demande est-ce que, en fait, où il faudra mettre le stop à moyen terme, à 96? Alors, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Le stop, on ne peut pas savoir à l'avance où est-ce qu'il va être. Et ça sert à rien de l'anticiper. Il faut laisser l'ensemble des opérateurs prendre leurs décisions sur le marché, voir où est-ce que le consensus décide de repasser acheteur, et une fois qu'on aura cette construction qui pourra prendre la forme d'une tête-épaule inversée ou d'un trading range latéral, autrement dit, il y a plein de façons pour le marché de montrer que les ordres d'achat rentrent et que on va avoir la construction d'un petit matelas qui va éponger toute l'offre qui va arriver sur le marché. Et quand ça va arriver, alors on aura effectivement notre niveau de stop loss. Donc il va falloir que, puisque on a pour le moment une séquence directionnelle qui est baissière avec des creux et des sommets descendants, il va falloir que cette séquence s'interrompe et qu'on ait des creux et des sommets qui soient ascendants. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on est sous 107 € sur Essilor, on est au mieux dans une consolidation avant une reprise baissière. C'est que sur dépassement de 107 qu'effectivement on pourrait tabler sur un retour vers le haut du range avec comme palier successif 111 et 117 €. Donc pour le moment, et ça sera le mot de la fin sur Essilor, l'analyse technique peut nous donner des hypothèses de travail, c'est-à-dire qu'elle peut nous dire il y a une divergence haussière sur le RSI. Hein. Pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, mais ça va forcément arriver un jour. Donc, l'analyse technique va nous donner à un moment des informations qui vont nous montrer que les acheteurs reprennent le contrôle des échanges sur Essilor. Mais on ne sait pas où est-ce que ça va avoir lieu, donc il faut suivre le marché, attendre, continuer de travailler le titre, et quand on aura effectivement une séquence d'accumulation qui apparaîtra, eh bien alors effectivement, on saura où on pourra mettre notre stop. Laurent, en passant au prochain titre, peut-être tu pourrais évoquer la question ou répondre à la question plutôt de Hervé qui nous pose la question, quelle différence est-ce qu'il y a entre le RSI de Laurent et le RSI qu'il utilise en fait, parce qu'il fait un RSI de 2 moyennes mobiles, 12, 5, 15 ou un RSI double. Alors, j'ai absolument pas compris la question, Falco. Le RSI que j'utilise,
C'est un RSI en 11 périodes. On en a déjà parlé ensemble. Un RSI en 11 périodes donne exactement les mêmes signaux qu'un RSI en 14, qui est donc le paramétrage par défaut. Sauf que l'avantage qu'il présente, c'est que les divergences sont plus aiguës, sont plus significatives, sont plus facilement visibles avec un RSI en 11 périodes que 14 périodes. Et par conséquent, il donne les mêmes signaux, mais de manière avancée et plus visible. Donc moi, j'utilise un RSI en 11 périodes. Ça vient, c'est empirique. C'est à travers donc les années de pratique que j'ai trouvé que le RSI en 11 me correspondait bien. Mais c'est pas, ça ne vaut absolument pas comme règle et chacun peut régler son RSI comme il l'entend. Alors voilà, c'est ce que je peux répondre pour le RSI, Falco, parce que tout le reste, j'ai pas du tout compris la question qui a été Ah, posée. mais c'est très bien, très bien. Ok. Alors, Continue. eh ben, écoute, on va continuer et on va regarder ensemble le groupe Eurotunnel. C'est une question qui a été posée par Jean-Paul. Alors, sur Eurotunnel, on est dans une tendance à moyen terme, c'est-à-dire depuis novembre 2016, donc à peu près un an. On est depuis un an dans une tendance haussière. Depuis mai 2016, c'est-à-dire depuis un an et demi, on est dans une tendance neutre. Et depuis le 24 juillet, à court terme, on est dans une tendance haussière. Hein. Donc ça, c'est toujours très important de faire le distinguo dans les différents horizons de temps. Alors, le groupe Eurotunnel fait donc partie du secteur industriel. Vous savez que avant d'analyser une valeur, j'aime toujours savoir à quel secteur elle appartient pour savoir si effectivement c'est un secteur fort ou un secteur faible et si dans ce secteur fort ou faible, j'ai affaire à une valeur qui est forte ou faible. Si effectivement j'ai une valeur forte dans un secteur fort, ça veut dire que je suis en présence d'un champion. Et en l'occurrence, sur Eurotunnel, on voit que on est sur un titre qui est fort à court terme et qui est à moyen terme également dans une tendance haussière. Donc un titre qui se comporte bien, même si, regardez, quand on se met à plus longue échéance depuis 2015, on voit qu'on a beaucoup baissé. Mais là, en tout cas, depuis 2016, on voit qu'on est sur un schéma de reprise haussière sur Eurotunnel et c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a des moyennes mobiles 10 et 40 qui sont bien alignées, qui sont haussières et qui ont tendance à s'écarter. Autrement dit, on a là aussi un momentum de court terme haussier qui est en train d'accélérer et c'est bon signe. Alors, quand on regarde la structure du prix, on voit que on est sous une résistance importante, résistance qui a été donc inscrite au mois de juin et que depuis cette date, on a un titre qui hésite beaucoup à franchir. Quand on regarde le RSI, on voit que on a fait un pic sur le RSI à 84, que sur le prix, on a fait un plus haut depuis ce pic, mais que le RSI, lui, a fait un sommet moins haut. Autrement dit, le RSI nous dit que on est sur une tendance qui reste très largement haussière, hein, puisque vous le voyez, c'est un RSI qui est fort, qui a fait son rebond entre les deux pics au-dessus de 40, donc c'est très positif. Bon, cela dit, on voit qu'il est un petit peu à la peine et que par conséquent, on peut tout à fait envisager sur le groupe Eurotunnel un retour sur la polarité, c'est-à-dire sur l'ancienne résistance qui deviendrait donc nouveau support. Alors, quand on regarde l'ADX, on voit également qu'on a un ADX qui est en pleine accélération haussière. Malgré tout, on a un DI+ qui repart à la baisse, un DI- qui repart à la hausse. Autrement dit, l'hypothèse d'une petite consolidation de court terme sur le groupe Eurotunnel ne peut pas être exclue.
Alors, vous le voyez, regardez, sur Eurotunnel, c'est intéressant parce que ça vient illustrer le propos que j'ai tenu tout à l'heure. Autrement dit, on a eu toute la journée une bougie noire sur Eurotunnel. Autrement dit, beaucoup de gens qui se sont dit, ah ben voilà, finalement, la résistance, elle est en train de jouer son rôle, les vendeurs repassent à l'action, je vais passer moi également vendeur. Alors, bien évidemment, ce sont des contrariens parce que ils s'inscrivent dans un mouvement haussier, mais sur du plus long terme, ils peuvent se dire qu'effectivement, on est potentiellement sur une tendance plate. Sauf que on a des prix qui sont toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles, et puis surtout, regardez comment on a clôturé. On a clôturé sur les plus hauts de la journée sans faire de mèche haute. Autrement dit, tous les baissiers sur ce niveau de résistance ont été piégés. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous traitez sur l'horizon de temps qui vous intéresse, d'attendre la clôture de la bougie. Ne rentrez pas précipitamment. Chaque fois que vous allez rentrer précipitamment, vous prenez le risque de perdre de l'argent. Donc, attendez de voir ce qui se passe. Attendez de voir si ce qui se passe pendant la journée est validé à la fin de la journée. Qu'est-ce que c'est le prix le plus important de la journée? C'est le prix de clôture. Okay, tout ce qu'il y a pendant la séance, c'est du bruit. Le prix qui compte, c'est comment le marché ferme. Okay, est-ce que les opérateurs y sont restés vendeurs ou est-ce qu'ils sont repassés acheteurs? Il y a quand même une sacrée différence entre la bougie noire que vous pouvez imaginer telle qu'elle devait exister sur des plus bas à 10,54 en fin de matinée ou en début d'après-midi et la bougie qui est actuellement inscrite et qui représente donc un pendu. Alors on va voir qu'est-ce que c'est les conséquences du pendu, mais en tout cas on a des opérateurs qui sont repassés à l'achat. Hein, donc c'est très important d'attendre, ne vous précipitez pas, d'attendre la clôture de la bougie, quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous traitez. Donc moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que au vu de ce que disent le RSI et la DX, avec un DI+ qui est en train de repointer à la baisse, j'avais envie de vous dire, ben, on peut tout à fait avoir un repli sur 10,39 et ça serait finalement un excellent point d'achat sur groupe Eurotunnel pour accompagner cette tendance haussière. J'allais vous dire que je pense que on va faire une petite consolidation, une petite correction avant de franchir la résistance. Et puis voilà que finalement, en fin de journée, on a des opérateurs qui se sont visiblement regroupés pour payer. Et donc maintenant, avec la bougie qu'on a à l'écran, c'est tout à fait possible que finalement, on ait un franchissement de résistance qui se fasse. Alors, effectivement, regardez là aussi, regardez cette bougie. C'est intéressant parce que on a sur Essilor deux exemples extrêmement intéressants, comme quoi c'est extrêmement important d'attendre la clôture de la bougie. Regardez ce qui s'est passé ici. On a dépassé la résistance en intraday. Autrement dit, beaucoup d'opérateurs se sont engouffrés dans ce franchissement en pensant que c'était un breakout et que le titre allait repartir, ou plutôt allait continuer de monter. Et puis, non seulement on a fait une immense mèche haute, mais on a même clôturé en baisse sous la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette résistance qui représente le sommet du 2 juin, elle est extrêmement importante. Et ça veut dire que tous ceux qui se sont empressés d'anticiper le signal d'achat, ils se sont fait piéger. Alors, est-ce qu'ils se sont fait piéger ou pas? On ne sait pas encore, parce que c'est vrai que la résistance n'a pas été franchie, mais peut-être qu'elle va l'être demain. Donc le piège serait effectivement finalement peu grave. Mais si on repart en consolidation, bah, tous ceux qui ont payé là, ils vont être un petit peu nerveux, ça va pas être une situation agréable. Voilà. Donc sur Eurotunnel, excusez-moi, il faut attendre la clôture au-dessus de la résistance. Et ce que je vous dis, et vraiment j'enfonce le clou parce que j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose que vous gardiez en mémoire et dont vous vous serviez. Quand vous voulez traiter ou que vous analysez, que vous voyez un dépassement de résistance, attendez la clôture
pour que le marché valide véritablement votre scénario. Et quand vous êtes sur une rupture de support, attendez que la rupture se fasse en clôture avant d'en déduire que le support a été enfoncé. Donc sur Eurotunnel, pour conclure sur ce titre, on est à moyen terme dans une tendance qui est gentiment haussière. En revanche, à court terme, on est dans une dynamique beaucoup plus favorable. On est sous une résistance avec des bougies qui semblent montrer qu'il y a de l'accumulation dessous. Autrement dit, a priori, on devrait dépasser et on devrait filer sur Essilor, sur Eurotunnel, décidément, excusez-moi. On devrait dépasser et aller vers les 11,40 €. Évidemment, il faut qu'on ait pour ça un RSI qui nous montre un petit peu plus de pêche et qui reparte lui aussi à la hausse. Là, vous voyez, c'est encore un petit peu timide. Voilà Falco, j'ai terminé sur Eurotunnel. On peut passer à la suivante s'il n'y a pas de questions de la part de nos auditeurs. Non, mais il y a juste Pascal qui dit que attendre la clôture, cela veut dire que faut opérer le lendemain, en fait, hein. Alors, c'est une bonne question. Le marché ferme à 17h30. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est l'esprit et pas la lettre. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est que s'il y a un breakout à 10h du matin, vous avez toute la journée pour que ce breakout soit invalidé. Si en revanche, vous avez un breakout à 10h du matin et qu'à 17h10, 17h15, vous voyez que le breakout continue de tenir, il y a beaucoup plus de chances pour qu'en clôture, il soit effectivement toujours valide. Donc, si vous avez une valeur qui vous intéresse et que vous avez un breakout haussier qui est donné pendant la journée, ce que vous devez faire, c'est commencer tranquillement, sans être stressé, à construire votre position en fonction de la taille de votre portefeuille, de votre money management, en fonction de vos compétences en analyse technique, c'est-à-dire en sachant où est-ce que vous devez mettre votre stop. Vous devez tailler votre position pour qu'elle soit conforme à la gestion que vous avez de votre portefeuille. Et donc, vous allez faire tout ça en sachant que vous n'allez pas trader, okay, que vous n'allez pas traiter. Quand vient la clôture du marché, c'est-à-dire à partir de 17h15, 17h20, si le scénario que vous avez envisagé pendant la journée continue de tenir, alors vous pouvez rentrer à la clôture, c'est-à-dire entre 17h15 et 17h30. Si vous préférez attendre, il n'y a aucun mal à ça, vous pouvez donc attendre l'ouverture le lendemain matin, attendre environ 10-15 minutes, parce qu'il y a toujours beaucoup de bruit, tous les ordres qui se sont accumulés chez les brokers qui sont passés entre 10h et 10h10, 10h10, 10h15, donc vous attendez. Et puis vers 10h15, si vous voyez que le marché continue de valider votre hypothèse, l'hypothèse de la veille, et ben vous rentrez. Avec un petit pullback, vous avez un meilleur prix, ou au contraire, avec une confirmation, vous payez un petit peu plus cher. Donc, la clôture, c'est pour moi à partir de 17h15, ou alors effectivement, comme le suggérait notre auditeur, vous traitez le lendemain matin. Voilà, Falco. Parfait, merci beaucoup Laurent. Donc, c'est quelle la prochaine action qu'on va traiter? L'Oréal. Ah ah. Alors, on va regarder toujours. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous avez remarqué que depuis qu'on fait ces webinaires ensemble, je déroule toujours exactement de la même manière. Et en fait, j'aimerais que vous fassiez la même chose parce que en suivant cette méthodologie, ça va vous permettre d'être un meilleur analyste et par conséquent, peut-être, en tout cas je l'espère, d'être un meilleur trader. Donc, vous avez remarqué que quand on regarde un sous-jacent ensemble, je commence toujours par de l'hebdomadaire pour voir quelle est la physionomie technique générale du sous-jacent. Okay, là, quand on regarde L'Oréal, on va même mettre 30 ans, on voit qu'on est sur un titre qui est super fort. Okay, donc, ça veut dire que si on rentre sur L'Oréal, a priori, on est dans un momentum de long terme qui est avec nous. Et par conséquent, avoir une stratégie de trend following prend tout son sens sur un titre comme celui-ci. Donc, sur L'Oréal, on est sur une tendance de moyen long terme qui est haussière.
Alors, quand on regarde la tendance de court terme, ben, on voit que elle est haussière, elle aussi, puisque depuis le 11 août, on est en progression. Mais enfin, vous l'avez vu, c'est une progression haussière qui reste très molle, hein. C'est haussier, mais malgré tout, c'est on est toujours sous les précédents sommets. Et cela peut s'expliquer parce que on est sur les biens de consommation non cycliques et c'est un secteur qui actuellement est plutôt faible. Et donc L'Oréal, même sur le long terme, elle est forte. Ben, vous voyez que elle subit un petit peu le comportement de son secteur et que même si elle monte, elle est relativement lente dans la progression. Alors, les moyennes mobiles, bon, bah, elles sont bien alignées, hein, 10 et 40 bien alignées. On a fait un pullback aujourd'hui sur la 10 périodes qui montre bien que c'est une moyenne mobile qui arbitre bien les mouvements impulsifs de court terme. On a un RSI qui est haussier, c'est un RSI de marché haussier, puisqu'il a fait un plus haut à 74 et qu'il est lui aussi dans une dynamique positive, même si actuellement on voit qu'il est en train de faire un pullback. Du point de vue de l'ADX, on a un mouvement directionnel qui est en pleine accélération, donc c'est positif, avec malgré tout un DI+ qui repique du nez et un DI- qui se réveille. Et donc c'est visible avec le pullback actuellement sur les prix. Alors, sur L'Oréal, tant qu'on est sous le précédent sommet, eh bien, on est dans une phase de consolidation depuis le mois de juin. Ce n'est que le dépassement des 197 euros qui montrerait que la tendance haussière de long terme est en train de reprendre son cours. À court terme, le niveau qui invalide la dynamique actuelle, c'est sous 180 euros. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, alors c'est plutôt une zone, tant qu'on est au-dessus de 182, 180 euros, on est sur un titre qui est toujours en progression. On voit qu'aujourd'hui, on a fait une séance de baisse à court terme pour avoir une confirmation de cette tendance haussière. Il faut repasser au-dessus de 189,95, on dit 190, pour avoir l'inscription d'un nouveau sommet. Et puis, à moyen terme, c'est là que ça devient un petit peu délicat. À moyen terme, le niveau qui invalide la tendance actuelle, il date d'il y a un an et il est à 153. C'est-à-dire que si vous êtes investi dans L'Oréal depuis plusieurs années, eh bien, si on cassait 173 euros, ça serait un pré-signal de faiblesse, mais fondamentalement, à moyen long terme, tant qu'on reste au-dessus de 153 euros, on est toujours dans une dynamique de moyen long terme qui est positive. Alors, si on devait passer sous ce niveau, ça serait malgré tout, vous voyez, si on devait passer sous 164 euros sur L'Oréal, ça montrerait que si on refait des sommets, on aura du mal à dépasser les 197 euros. Alors, je m'explique. Soit on est dans une dynamique haussière, avec l'inscription de creux et de sommets ascendants, ce qui est actuellement présent sur nos écrans. Et donc là, on a fait un creux plus haut, on peut légitimement viser un nouveau sommet au-dessus de 197. Soit effectivement, on baisse et on retourne dans la zone 164-153. Si c'est le cas, la tendance haussière de moyen long terme n'est pas invalidée.
mais en revanche, elle prendrait une tonalité plus neutre. Et par conséquent, on serait plus dans une dynamique de trading range potentiel, et donc on viserait les précédents sommets et pas forcément des nouveaux sommets. Donc pour le moment, c'est pas ce qui est en train de se passer, mais en tout cas, le niveau technique qui invalide la tendance haussière de moyen long terme sur L'Oréal, il est très loin, il est à 153 euros. Voilà Falco, on a terminé avec L'Oréal. On va regarder maintenant LVMH. Là aussi, on est sur un titre extrêmement fort. Le titre est en train d'inscrire un nouveau sommet. On passe sur du court terme. On voit que on a vu à l'instant qu'à moyen long terme, c'était un titre qui était très fort. À court terme, on est là aussi dans une dynamique qui est haussière, puisque depuis le début du mois d'août, on est dans une phase ascensionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, à part une seule journée, on a des prix qui sont toujours au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes. On a eu un test en intraday de cette moyenne mobile et puis le titre s'est bien repris en fin de journée. On a ouvert un gap haussier au-dessus de cette résistance, vous voyez cette résistance ici. Autrement dit, le gap peut être considéré comme un breakaway gap. Ce gap ne doit pas être comblé pour que la dynamique haussière reste d'actualité. Alors, le niveau d'invalidation à court terme sur LVMH, niveau d'invalidation de cette dynamique enclenchée depuis le mois d'août, eh bien, il est sous 229,85. C'est-à-dire que si vous êtes long, si vous êtes à l'achat sur LVMH, il ne faut pas que ce niveau soit enfoncé. Okay, c'est le niveau qui invalide la tendance court terme qui est haussière. Le niveau d'achat optimal, il vient sur 235, 236,40, toute cette zone ici. Si on revient sur cette zone, on est sur une zone d'achat avec un stop sous 229. Le niveau qui invalide la tendance haussière de moyen long terme sur LVMH, c'est sous le creux du mois de juillet, sous 212,25. Donc, on est sur un titre qui est en tendance haussière moyen et court terme, qui est en train de faire des nouveaux sommets historiques. On a donné les niveaux d'invalidation de court et de moyen terme de la dynamique actuelle. Le niveau de confirmation qui montrerait que cette tendance est en train de repartir à la hausse, ça serait l'inscription d'un nouveau sommet, c'est-à-dire au-dessus de 242,70 euros. Voilà pour L'Oréal, Falco. Est-ce qu'il y a des questions? En ce moment, il n'y a pas de questions, Laurent, donc tu veux continuer. Alors, si on passe maintenant sur Sodexo, c'est compliqué Sodexo, je trouve, parce que on est dans une tendance haussière qui est très forte, mais en même temps, regardez, le dernier creux, là ce que je vous montre, hein, c'est un chart hebdomadaire. Le dernier creux, en fait, il a été enfoncé et puis réintégré. On a quand même fait un pic à 123, on a fait un creux à 96, c'est-à-dire que le titre a quand même baissé d'un bon 25%, c'est beaucoup, hein. Donc sur Sodexo, à moyen terme, moi je repasse neutre parce que ce creux ici n'aurait pas dû être enfoncé. Donc c'est un titre qui techniquement me plaît moyennement. Qu'est-ce que ça veut dire qui me plaît moyennement? Ça veut dire que en fait la dynamique haussière, elle a été un petit peu endommagée, elle a été un petit peu détériorée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y avait un marché qui était contrôlé par les acheteurs
et que là, pour le coup, on a des vendeurs qui sont très agressifs et qui ont réussi à faire perdre pas mal de valeur au titre en peu de temps. Autrement dit, on a un équilibre du rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Or, vous savez que quand on est dans une tendance haussière, on est dans un marché qui est largement dominé par les intérêts acheteurs. Et là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est en train de dominer les échanges. Alors, quand on est sur un marché comme ça où on ne sait plus trop qui domine, mais il vaut mieux rester à l'écart parce que ça veut dire que ça peut partir un petit peu dans tous les sens et qu'on est en fait dans un marché qui potentiellement est en train de consolider. Alors une fois qu'on a vu ça à moyen terme, ben, on voit que depuis le mois de juin, donc on a beaucoup baissé, que à très court terme, c'est-à-dire depuis le mois d'août, c'est vrai qu'on est dans une tendance haussière, que cette tendance haussière, elle est un petit peu molle parce qu'on voit cette moyenne mobile qui a été chahutée et qu'on est maintenant à l'intérieur d'un trading range. Donc, vous le voyez, il faudrait dépasser ce niveau à 108 euros, à 106,40 € pour que la tendance haussière de court terme sur Sodexo soit de nouveau donc confirmée. Alors, le niveau d'invalidation de court terme sur Sodexo, c'est sous ce niveau de support à 102,50 €. Le niveau de confirmation de la tendance haussière de court terme, c'est donc au-dessus de 106,40 €. Le niveau de confirmation de la tendance haussière de moyen terme, il faut repasser au-dessus de ce sommet pour que, à moyen terme, regardez, il faut repasser au-dessus de ce niveau à 123 pour avoir une confirmation de la tendance haussière. Et puis là, Laurent, oui. juste une chose. Est-ce que vous pouvez nous juste signaler si votre son est toujours correct parce qu'il y a Hubert qui ne nous entend plus. Est-ce que les autres, ils ont le même problème que Hubert ou pas? Bah non, tout va bien a priori. Donc Jean-Paul, Pascal, tout va bien. Non, tout va bien. On peut continuer, Laurent. Excuse-moi alors. Donc j'espère que pour Hubert, ça sera bon aussi tout de suite. Excusez-moi l'interruption. Alors, donc, on avait presque terminé, hein, Falco. Donc, sur Sodexo, à moyen terme, on est sur un marché qui est un petit peu partagé entre acheteurs et vendeurs, une dynamique par exemple très différente hein, de celle de LVMH. Donc il y a un risque, il y a un risque de voir le marché osciller sans prendre une direction significative. Et donc, du point de vue des investisseurs, je trouve que c'est pas tellement pertinent d'aller sur Sodexo. Il y a des valeurs beaucoup plus fortes qui, à mon sens, méritent d'être examinées. En tout cas, à court terme, le niveau qui valide cette tendance haussière, c'est au-dessus de 106,40. Le niveau qui invalide cette tendance haussière, c'est sous 102,50. Et puis, le niveau qui montre que Sodexo s'est effectivement retourné à la baisse, c'est sous 96. Regardez, on va se mettre ici. Si effectivement on passe sous ce niveau à 96, alors on aura deux sommets qui sont descendants et on aura deux creux qui le sont également. C'est la définition d'un retournement et on voit bien que pour le moment, on peine un petit peu à continuer à avancer. On a fait le 38% de retracement de la baisse, on a un gros gap haussier au-dessus de la tête, autrement dit sur Sodexo. En détenir pour le moment à moyen terme, ça me paraît pas forcément la meilleure idée. On va enchaîner avec Technicolor, qui est dans une tendance de moyen terme qui est baissière depuis décembre 2015 et qui est dans une tendance baissière également de court terme, donc baissière moyen terme, baissière court terme, avec là encore des prix qui font des plus bas régulièrement, un ADX qui montre que on a un DI- qui est passé au-dessus du DI+, donc c'est baissier. On a un RSI qui est le RSI d'un marché baissier, puisqu'il a fait des plus bas à 15, et même ici, il a fait des plus bas à 25. Il est incapable de monter au-dessus de 60. Je vous rappelle que les bornes d'un RSI baissier, c'est entre 25, 30 et 60. C'est exactement ce qui se passe sur Technicolor. Donc pour le moment, sur Technicolor, on est sur un marché qui se déprécie. À court terme, le niveau qui invalide cette dynamique baissière, c'est au-dessus de 3,29 €. À moyen terme, le niveau qui invalide
la dynamique baissière, c'est au-dessus de 4,10 €. Et puis, la confirmation, on est déjà sur des plus bas, mais dès qu'on recasse de 80, on est sur une nouvelle patte baissière qui va arriver sur Technicolor. Unibail maintenant. Alors, Unibail Rodamco, on est sur un marché, regardez, qui est plat. On est dans un trading range depuis depuis janvier 2015. Ça va presque faire 3 ans que Unibail ne fait plus rien. À court terme, on est dans une tendance qui est baissière, là aussi, avec des creux et des sommets qui sont baissiers. On a un RSI là aussi qui est baissier, puisque regardez, il est incapable de repasser au-dessus de 60 et il fait des plus bas à 27. C'est la définition d'un RSI de bear market. On est là aussi sur l'ADX, sur un marché qui est en tendance faible. On voit effectivement que ce rebond technique fait baisser l'ADX. On est là sur un croisement, autrement dit, on est sur Unibail. Et ça, c'est intéressant du point de vue du timing. On est sur un point de vente à découvert potentiel sur le titre. Pourquoi? Parce qu'on avait ici une résistance. On voit qu'on avait un support qui devient résistance. On voit qu'on a des bougies qui repartent à la baisse. Alors regardez, contrairement aux autres bougies qu'on a vues qui étaient très baissières en séance et qui se sont soldées avec des longues mèches basses, et bien là, pas du tout. On a des bougies qui se terminent sur les plus bas. Autrement dit, on a une dynamique baissière sur Unibail qui est confirmée, un titre qui devrait, a priori, en tout cas, tant que 210 € n'est pas franchi, tant que cette résistance le demeure, on est sur un marché qui devrait rejoindre la zone de support entre 202 et 200 €. Et puis, pour terminer, Valeo, et ça sera le dernier titre que nous allons analyser ensemble. Alors regardez, on va examiner à moyen terme. Alors on est sur un titre qui est dans une tendance haussière, qui a fait un plus haut à 66, et puis là il est en consolidation et visiblement il repart à la baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à moyen terme, on est sur une dynamique neutre, puisqu'on a été incapable de dépasser les sommets du mois de mai. D'ailleurs, en regardant Valeo, ça devrait vous rappeler un marché que vous connaissez bien, c'est le CAC 40. C'est-à-dire que comme le CAC 40, Valeo est sous les sommets du mois de mai. Alors le CAC, il n'a pas du tout fait la séance que Valeo a fait aujourd'hui, mais en tout cas, on voit qu'on est dans une dynamique de long terme qui est positive, mais que depuis le début du mois de mai, on est dans une grande phase de consolidation. À court terme, on est dans une dynamique qui est haussière, mais on voit bien que cette dynamique, elle est en train de prendre du plomb dans l'aile, puisque vous le voyez, cette bougie est très significative et elle est peut-être la bougie de lancement d'une correction plus importante. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de 60,50 € sur Valeo, la dynamique de court terme, elle est préservée. Le niveau de neutralité, c'est sur 60,50. Au-dessous de 60,50, on est sur un titre qui serait potentiellement en train de corriger et qui pourrait donc ne plus aller revisiter ce sommet du mois de mai pendant un certain bout de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire, Falco, aujourd'hui sur les titres qui nous ont été présentés. Je voudrais juste rapidement répondre à une question parce qu'elle est très intéressante. Elle a été posée. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui l'a posé. Je prie de m'excuser. Enfin, je présente mes excuses à l'auditeur qui a posé la question. En fait, voilà, c'était Alain, excusez-moi. Donc, Alain nous posait la question, il nous disait quelle est la différence entre une correction et une consolidation? Alors, pour aller très très vite, en fait, c'est un petit peu la même chose. Quand le marché est dans une tendance haussière et que les prises de bénéfices rentrent progressivement sur ce marché, le marché va soit consolider, soit corriger. Ce qu'on peut dire, c'est que une correction, eh bien, ça va être un repli dans une tendance haussière, un repli du prix, ok, une
correction baissière, alors qu'une consolidation, ça peut être un ensemble de corrections et de phases de redémarrage. Autrement dit, pour prendre Valeo, puisqu'on l'a sous les yeux, vous voyez là, ici, c'est une correction. Ça, c'est une consolidation, parce qu'on a des corrections, des reprises, des corrections, des reprises. Okay, ça, c'est une phase de consolidation, parce que en mai, on a fait une correction jusqu'à la fin du mois d'août, ça c'était une correction, et puis là on repart à la hausse, donc c'est une grande consolidation. Et à l'intérieur de cette correction, on a des corrections plus petites et des consolidations. Donc pour résumer, une correction en général, hein, c'est pas tout le temps, mais c'est plutôt un repli sur le prix. Alors qu'une consolidation, ça va être soit un ensemble de corrections et de reprises, soit simplement une dérive latérale. Voilà Falco, chers auditeurs, j'ai terminé. C'est parfait. Merci Laurent pour toutes ces analyses. En fait, il y a Hubert qui dit parfait, très enrichissant. Merci beaucoup et bonne soirée. Donc voilà, je peux dire que la même chose. Donc c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup à Laurent pour toutes tes explications et analyses. On se retrouve jeudi prochain encore à 18h avec Laurent et BNP Paribas pour une nouvelle webinaire. Revue technique des marchés avec Laurent Albi et BNP Paribas. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci Falco et bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. On attend vos questions par email. Ciao. Ciao.